En 1945, la guerre se termine et le monde est divisé en deux camps, d'un côté les Américains et de l'autre les Russes. Ces deux mondes ne se connaissent pas vraiment, et à l'époque pas d'internet, pas de télévision, les seuls journaux que les Russes ou les Américains peuvent lire servent uniquement à servir la propagande des pays dans lesquels ils habitent. Et très souvent, ça critique le pays d'en face. C'est pour ça que très souvent dans les journaux en URSS, les Russes entendent parler des tueurs en série américains, et on prétend savoir pourquoi les États-Unis produisent 100 fois plus de tueurs en série que la normale, et ça reste toujours le cas. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est une usine à tueurs en série. Pour les autorités russes, le problème, c'est le capitalisme et les inégalités que cela crée. Ça rend fou les êtres humains et ça les fait devenir des tueurs en série. Et c'est pour ça qu'en URSS, avec le communisme et ses valeurs de partage, il n'y a pas de tueurs en série dans le pays. Du moins, c'est ce que tous les Russes de l'époque pensaient. Et un citoyen russe va profiter de cette fausse croyance pour assouvir ses pulsions de meurtre. Et en 14 longues années, il va faire disparaître 38 personnes. En 1947, naît en Biélorussie Gennady Mikasevitch, un homme qui a une enfance tout à fait normale et à l'adolescence il tombera même fou amoureux de sa petite amie de l'époque. Mais la conscription l'appelle et il doit effectuer son service militaire qui est à l'époque de plusieurs années. Avant de partir, il est triste de quitter sa petite amie et il la demande officiellement en mariage. Elle accepte tout de suite et c'est le souvenir de sa petite amie qui l'attend au chaud dans son village natal qui lui fera résister au service militaire extrêmement difficile de l'ancienne Russie. Pendant les longues marches dans la neige en Sibérie, il pensera à cette femme qui l'attend avec impatience et qui une fois rentrée lui donnera tout l'amour et la tendresse qu'il mérite. Il ne le sait pas encore, mais l'armée ne sera pas l'événement le plus dur pour lui. Quand il rentre en 1971 dans son petit village de Biélorussie, à Ist, il se rend directement chez sa fiancée et il la trouve dans les bras d'un autre homme. Elle s'est mariée pendant son absence. Gennady est inconsolable. Pendant plusieurs jours, il noie sa peine dans l'alcool. Pour lui, impossible d'oublier. Il ne peut pas vivre sans elle. Elle était plus qu'un amour, c'était sa raison de vivre. Il décidera de mettre fin à ses jours le 14 mai 1971. Le jour même, il achète une corde. Son objectif est de se pendre dans les bois à l'abri des regards. Il arrive à l'entrée d'une forêt isolée. Miracle ou cauchemar. Une femme apparaît au loin en face de lui. Elle est en train de sortir du bois. Et plus elle se rapproche et plus elle ressemble à son ex-petite amie. Elle lui sourit. Il a la corde dans les mains et il serre son poing de plus en plus fort et une question apparaît dans son esprit. Pourquoi devrait-il être ce jour-là celui qui doit mourir? Après tout, il n'a rien fait de mal. Quand la jeune femme qui sortait du bois arrive à son niveau, il l'attrape et commence à la traîner dans la forêt. En cette soirée du 14 mai 1971, c'est elle qui finira pendue. Gennady a certainement dû aimer les sensations que lui a procuré ce meurtre, puisqu'en octobre 1971, il pend une nouvelle victime dans un bois, et il recommence à deux occasions en 1972. Mais en 1973, il décide d'avancer dans la vie et d'effacer la douleur de son passé. Il obtient son diplôme, trouve un travail dans une usine gouvernementale de moteurs et finit par se marier. En 1976, c'est un citoyen modèle de la ville d'Ist. Il est père de deux enfants, membre du Parti communiste, et il est même recruté en tant que policier volontaire. C'est lui qui mènera les enquêtes sur les meurtres qu'il a lui-même commis. Sa carrière de tueur en série n'est pas finie pour autant. Et Gennady a même beaucoup évolué dans ses méthodes. Au début, il attendait des heures caché en embuscade à l'entrée d'une forêt, une potentielle victime. Mais maintenant, tout le village le connaît, c'est une sorte de mini-star locale et pour une raison bien précise, c'est le seul citoyen de la ville à avoir une voiture, une Zaporozhets rouge. Et tout le monde l'enviait pour cette voiture, surtout les femmes qui voulaient toutes faire un tour dans cette voiture. Et c'est précisément la technique qu'il va utiliser pour attirer ses victimes dans sa voiture. Il va arpenter les rues à la recherche de femmes qui marchent seules. Quand il en croise une, il s'arrête. Il lui propose de faire un tour en voiture avant de la raccompagner chez elle. Les femmes toutes contentes montent dans la voiture avec lui et il les emmène dans des endroits isolés. Quand Gennady arrive là où plus personne ne peut le voir, il arrête d'un coup le moteur de la voiture. Il prétend qu'il y a un problème mécanique. C'est une autre époque, on ne connaît pas les voitures, on ne connaît pas la mécanique. Mais pour les femmes, elles tombent dans le piège et elles sortent de la voiture. Et là, il commence à les frapper à coups de marteau avant d'abuser d'elles. Il termine le travail en étranglant avec une corde la pauvre femme qui pensait faire un petit tour de voiture avant de rentrer chez elle. Comme beaucoup de tueurs en série américains, lui aussi prendra toujours un souvenir de ses victimes. Comme quoi, on peut être au bout du monde, les méthodes et les êtres humains sont souvent les mêmes. Si vous vous demandez comment un homme conduisant une voiture rouge n'a pas pu être rapidement identifié comme étant le tueur, c'est assez simple.
D'une part, pour les autorités russes, les tueurs en série n'existaient qu'aux États-Unis. Donc à chaque nouveau crime, les autorités recherchaient un nouveau tueur sans faire de lien entre les affaires. On peut aussi parler d'une incompétence générale du système policier en place dans un pays extrêmement pauvre, extrêmement corrompu. Pour certains meurtres commis par Gennady, la police arrêtait n'importe qui et très souvent des innocents. Tout était bon pour arrêter quelqu'un. Un ennemi du Parti communiste, un homme assez bizarre dans le village ou tout simplement un homme qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Il y a même eu un homme qui a été exécuté innocemment. Le dernier point le plus important, c'est que Gennady était lui-même un policier. Il connaissait les moindres détails des enquêtes et des méthodes policières. Donc il avait toujours plusieurs coups d'avance sur les enquêteurs. Par exemple, quand les enquêteurs décidaient de surveiller étroitement tel ou tel département, il allait attaquer dans un département où personne ne surveillait. Il choisissait intelligemment les zones où il allait tuer sa prochaine victime en sélectionnant les zones où la police n'enquêtait pas. Gennady aurait pu tuer jusqu'à la fin de ses jours si un nouveau détective n'avait pas été engagé par la police locale d'Ist. En 1984, Nikolai Inatovitch est enrôlé en tant que détective rookie. Mais même en tant que rookie, il est bien en avance sur ses collègues dans ses réflexions, dans sa manière d'enquêter. Nikolai, en tant que petit nouveau, il est même moqué par ses collègues car il est convaincu que les tueries, qui sont d'environ 25 en 1974, sont la réalisation d'un seul homme. Dès que son service commence, il relit les dossiers d'enquête des 25 victimes et déjà Nikolai se rend compte qu'une Zaporozhets rouge a très souvent été vue avant qu'un meurtre ne soit commis. Il demande à tous les policiers d'arrêter et d'interroger dans la région tous les propriétaires de Zaporozhets rouge. Mais c'est un raté total, c'est un flop et dès le début de sa carrière, c'est vraiment dur pour lui car les policiers arrêtent tous les conducteurs sauf le tueur qui est un collègue à eux. Dès que les policiers voient Gennady arriver dans sa voiture, c'est plus les embrassades que l'interrogatoire. Par ego certainement, Gennady va entrer en compétition avec ce nouveau détective et rien qu'en 1985, il va commettre 12 meurtres. Un meurtre par mois, uniquement des femmes. Nikolai est dépassé. Il n'arrive à rien. C'est comme si, depuis qu'il était là, le tueur avait décidé d'une part de tuer encore plus, et d'autre part, c'est comme si le tueur anticipait tous ses mouvements. Mais Nikolai, c'est pas un homme qui va facilement jeter l'éponge. Et ça va extrêmement énerver Gennady. Nikolai va continuer à se battre pour trouver la vérité. Et malgré ce que tout le monde pense, Nikolai continue à dire haut et fort qu'il n'y a qu'un seul tueur. Pour discréditer encore plus Nikolai, Gennady va mettre au point un stratagème qui va être la pire erreur de sa carrière de criminel. Gennady va écrire une lettre au commissariat où il explique que tous ces crimes sont commis par une organisation. Cette organisation s'appelle les Patriotes de Vitebsk. Alors ça fait 4 fois que je bégaye sur ce nom, donc je vais vous l'écrire à l'écran, essayez vous-même de le prononcer. Alors Vitebsk, c'est une ville qui est en Biélorussie à côté de la frontière. Et alors le but de cette organisation, comme c'est dit dans cette lettre, c'est de débarrasser la Biélorussie des femmes dites obscènes. Et dans la lettre, il est écrit que l'organisation a prévu d'en tuer encore beaucoup. Quand la lettre arrive au commissariat, les policiers prennent ça à la légère en pensant que c'est une blague faite par un adolescent du village. Mais quand une seconde lettre est retrouvée près du corps d'une nouvelle victime, là ils vont se dire bon, ok. Il y a vraiment une organisation criminelle qui tue nos femmes. Mais Nikolai, bizarrement, il n'est toujours pas convaincu par ces lettres et il est toujours persuadé qu'il n'y a qu'un tueur unique. Et rappelez-vous, il est vraiment innovant dans ses méthodes d'enquête. Il constitue une cellule de personnes dont le seul but est de comparer l'écriture des lettres avec l'écriture de tous les habitants d'Ist. Dans une époque ancienne où Internet et les algorithmes n'existent pas, c'est une tâche colossale qui va quand même porter ses fruits. On identifie l'écriture de cette lettre comme étant celle de Gennady Mikasevitch. Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que Gennady a une voiture rouge du même modèle que celui recherché précédemment. Gennady est arrêté le 9 décembre 1985. Il va contester toutes les accusations, mais les méthodes de la police russe de l'époque vont le faire très vite avouer. À l'époque, pas de garde à vue, pas d'avocat, des tartes dans la figure et de la torture. Et Gennady avoue très vite le meurtre de 38 personnes. Mais Nikolai, il connaît les méthodes de la police. Et il sait que sous la torture, n'importe qui avouerait n'importe quoi. Peut-être potentiellement que Gennady n'a pas commis les meurtres et qu'il avait juste envie d'éviter encore plus de souffrance. Surtout que pour cette affaire-là, un homme en 1985 a été injustement exécuté et 3 autres innocents sont détenus depuis des années dans une prison en Sibérie. Donc Nicolas, il veut vraiment être sûr que Gennady est un tueur seul et qu'il a commis le meurtre des 38 victimes. Finalement, Gennady va faciliter le travail de Nicolas et il va conduire les enquêteurs en périphérie de la ville d'Ist, près d'un arbre,
Il déterre un sac et dans ce sac des affaires de toutes les victimes qu'il a tuées. Pour ces crimes, Gennady est condamné à la peine de prison. Pour ces crimes, Gennady est condamné à la peine de mort en 1987. Pas de chaise électrique, pas de dernière volonté. Gennady reçoit le jour même en prison une balle dans la tête. Plusieurs policiers de la région avoueront s'être trompés ce jour-là. Il y avait bel et bien un tueur en série en URSS. Mais pour les autorités russes, silence. C'était une anomalie. C'était un fou. Il n'y a toujours pas de tueur en série en URSS. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un petit commentaire si tu as aimé cette vidéo. Et je t'invite à regarder ma vidéo sur une affaire française extraordinaire, encore aujourd'hui non résolue, la tuerie de Chevaline.